Bonjour à tous et bienvenue au webinaire Le manque de la main-d'œuvre oblige plus de diversification et d'inclusion. La série de webinaires de gestion est une initiative du Collège Jacques-Mat et est soutenue grâce au soutien financier de la Commission des partenaires du marché du travail. Donc, les objectifs de ce webinaire d'aujourd'hui, en fait, le premier objectif est d'apprendre comment viser à avoir du personnel qui reflète le profil de la clientèle, comment réussir leur intégration et comment mieux appréhender les coûts en argent et en temps pour recruter un immigrant. Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents. FMAX Conseil s'occupe d'optimisation de processus, de gestion opérationnelle et évidemment énormément de main-d'œuvre depuis plus de 20 ans. Évidemment, la situation actuelle a demandé de s'adapter énormément et nous aidons les entreprises à faire face à de nouveaux défis. Donc, sans attendre, commençons immédiatement notre échange. Avez-vous l'impression parfois que la situation actuelle ressemble à ça? Eh bien, voyez-vous, c'est une situation qui est assez particulière et cette situation va causer plusieurs conséquences négatives. Premièrement, on peut se retrouver à faire des embauches trop rapides, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des candidats qui ne sont peut-être pas totalement adéquats pour le poste. On peut aussi se retrouver à avoir des attentes respectives qui n'ont pas été nécessairement comprises, que ce soit de votre côté ou du côté du candidat. Et tout ça peut aussi nous amener des candidats qui ne sont pas adéquats par rapport à votre clientèle. Si on ajoute à ça une intégration qui risque d'être déficiente considérant qu'on a peu de temps, on peut se retrouver facilement avec un départ accéléré de la personne. Et lorsqu'on sait combien coûte le départ d'un employé, c'est une situation qu'on veut éviter à tout prix. Effectivement, des études démontrent que lorsqu'un employé quitte une entreprise, et on parle d'un poste de base, donc pas nécessairement de qualification élevée, le coût va être de 30 à 50 du coût du salaire annuel. Et plus vous avancez dans la qualification, plus le coût va être élevé. Donc, comment s'assurer tout de suite en partant de viser juste? Comment attirer les bons candidats pour votre clientèle? J'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui attire les clients chez vous? Prenez le temps d'y réfléchir quelques secondes. S'il y en a qui veulent répondre dans le chat, c'est encore mieux. Qu'avez-vous de spécifique qui va faire en sorte que vos clients vont venir chez vous plutôt que chez votre compétiteur? Il y a quelque chose. Ça peut être votre expertise, ça peut être votre service à la clientèle, ça peut être l'écoute que vous donnez aux clients et à leurs besoins. Il y a quelque chose qui vous définit. Et aujourd'hui, il faut commencer à penser en termes d'identité, non seulement pour votre client, pour vos clients, mais pour vos employés ici, aussi. Parce que plus vous allez définir qui vous êtes et plus vous allez définir qui va vous trouver. En effet, si votre offre d'emploi ressemble à celle de vos compétiteurs avec un salaire, une description de poste, on va se retrouver avec un individu qui est attiré par un salaire, point, et qui ne fait pas de différence entre travailler chez vous ou travailler chez votre compétiteur. On avait une question ici pour le tableau des coûts. Il y en a qui se posent peut-être la question, que représentent ces coûts? Eh bien, ça inclut évidemment la préparation pour trouver un nouvel employé. Ça inclut les coûts de départ pour le remplacer. Par exemple, aussi le surtemps que les collègues vont devoir faire pour compenser le poste qui n'est pas comblé. Et voilà, il y a tout ça dedans. Il y a aussi beaucoup plus que ça, mais je vous garde ça simple. Donc, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est plus vous définissez qui vous êtes et plus vous définissez qui va vous trouver. Qui êtes-vous? Plusieurs choses composent votre identité. Premièrement, votre branding d'entreprise. Ça, c'est l'image que vous avez à l'extérieur. Pas juste pour vos clients, mais pour les candidats potentiels aussi. Parce que plus de 23 des candidats se fient à la bonne réputation d'une entreprise pour décider s'ils vont appliquer ou non. Votre positionnement social. Les gens ne veulent plus simplement un travail. Ils veulent faire partie de quelque chose, d'un tout plus grand qui va les combler. Donc, le positionnement social, c'est par rapport à
qu'est-ce qui est important pour vous en tant qu'entreprise? Peut-être êtes-vous concerné par l'environnement ou peut-être le sport chez les jeunes, peut-être la conciliation famille, des choses qui vous définissent en tant qu'employeur, elles doivent être mises de l'avant. Votre culture aussi. Quelles sont vos valeurs à l'interne? Ça peut être, si c'est la sécurité, le bien-être de vos employés, quelles sont les initiatives concrètes qui démontrent clairement que vous prenez soin de vos employés? Tout ça, ce sont des choses qui se parlent parce que les gens, maintenant, les candidats qui recherchent un emploi, vont aller chercher par le bouche à oreille, par Google et par le site Web, des informations sur qui vous êtes pour avoir une meilleure idée de quel serait comment ils vont se sentir quand ils vont travailler pour vous. J'ai identifié ici 2 offres d'emploi. Vous allez voir, ça va vraiment vous montrer un qui a bien compris ce que je dis et l'autre un peu moins. Pas tout de suite. On a le poste vraiment d'ailleurs, c'est dans une quincaillerie. Alors, c'est vraiment le poste d'emploi classique à la gauche de mon écran. Je ne sais pas si pour vous, c'est à gauche aussi. On a la description du poste, on a le salaire et voilà. C'est ce que l'individu va voir lorsqu'il va chercher un emploi. Maintenant, regardons l'autre. C'est le magasin L'Accordé. Regardez ce qu'ils mettent en avant. La même passion. Une gang de tripeux. Si le plein air vous attire, en quelques mots, en 2 phrases, ils viennent de filtrer complètement les candidats potentiels qui vont venir appliquer chez eux. Ils vont attirer des gens qui vont être passionnés à propos de leur emploi, qui aiment le plein air, qui ont le goût de triper. Donc, automatiquement, on a déjà un concept de gang, on a un concept d'inclusion, on a un concept de fun. Entre ça ou l'autre, regardez, j'ai voulu entourer vraiment dans celle de la quincaillerie. Regardez la différence d'impact psychologique que l'offre d'emploi peut faire sur un individu. Dans un cas, je vais avoir du fun. Dans l'autre cas, je vais avoir quelqu'un qui va me checker tous les jours pour voir si je suis en train de voler. C'est l'impression que ça donne. Donc, définir qui vous êtes est extrêmement important. Et si vous le faites, je peux vous garantir que votre processus d'embauche, au lieu de ressembler à ça, où ça arrive un petit peu n'importe comment et de n'importe qui, va plutôt ressembler à ceci. La bonne personne au bon endroit pour la bonne entreprise. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas assez de ballons pour jouer? Si je reprends l'image du ballon. On a 2 choix. On va en chercher d'autres ou on va en chercher d'autres sortes. Ici, je vais vous parler de paradigmes. Les paradigmes sont une façon d'appréhender la vie, de regarder autour et de considérer les faits à partir de nos filtres intérieurs, nos filtres personnels. Donc, si moi, je suis une personne positive, je vais voir une situation en me disant « Wow, c'est beau, ça, c'est fantastique, c'est positif ». Une personne négative va voir la même situation avec un œil négatif. Bon. Dans le cas de sélection des candidats, on a souvent des paradigmes qui nous empêchent de voir plus loin que les gens qu'on est habitué d'engager. Par exemple, pensez-vous que seulement les jeunes peuvent rester debout de longues heures et travailler fort physiquement? Ou pensez-vous que les personnes âgées sont peut-être plus fiables que les personnes plus jeunes? Ou que la productivité n'est pas la même? Pourtant, ça a été clairement mesuré que de 20 à 60 ans, on ne voit aucune diminution de la productivité chez les employés. Ça se peut que la personne de 60 ans bouge moins que celle de 20 ans, mais peut-être qu'elle bouge plus efficacement. Donc, il faut commencer à voir autrement les différentes personnes. Et pour y arriver, on va chercher dans des champs de profils qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement regardés avant. Par exemple, les personnes à mobilité réduite. Là, la liste ici que je vais vous faire, dont on va parler, ce n'est pas une liste exhaustive. Ce sont simplement des idées comme ça pour vous aider peut-être à
ouvrir un peu plus et voir différemment pour élargir le paradigme. Si on prend les personnes à mobilité réduite, vous vous dites peut-être, bon, cette personne-là ne pourra pas nécessairement faire la tâche ou se promener dans l'usine ou lever des poids par rapport à, mettons, mettre du stock sur les tablettes, des choses comme ça. Mais c'est là où on est rendu justement à penser la tâche, les tâches différemment. Parce que la diversité, là, ce n'est plus seulement les individus, mais ça va être aussi comment on perçoit notre entreprise. Les femmes en construction, c'est un énorme bassin de main-d'œuvre manuelle. Les statistiques parlent de 35% après moins de 5 ans, hommes et femmes. Chez les femmes, ça va jusqu'à 67% de départ après leur entrée dans le milieu de la construction. Principalement le manque d'heures et les conditions de travail très difficiles. C'est assez rare quand même un chantier, surtout extérieur. Donc, on a un bassin de personnes manuelles aimant la construction, la rénovation, aimant le domaine précis qui vous intéresse et qui pourrait être disponible assez rapidement, assez facilement. On a aussi, par exemple, les pigistes. Ça, vraiment, je vous pitch ça pour sortir des paradigmes. Mais il y a énormément de jeunes travailleurs autonomes qui refusent d'embarquer dans un emploi régulier parce qu'ils veulent vivre leur passion. Mais ces gens-là, bien souvent, n'ont pas le nombre d'heures nécessaires pour arriver financièrement. Mais un revenu d'appoint avec des heures flexibles pourrait être quelque chose de très intéressant pour eux. On a aussi tous les ordres professionnels. Prenons par exemple l'Ordre des maîtres électriciens du Québec. C'est sûr que vous n'irez pas chercher un électricien actif. On ne peut pas compétitionner ces salaires-là. Mais beaucoup sont à la retraite et sont encore en contact avec leur ordre professionnel par nostalgie ou par communication, etc. Mais c'est un endroit où on peut piger pour aller chercher des ressources différentes. N'oubliez pas que dès qu'on parle d'association, on parle de pyramide, un petit effort peut ramener beaucoup de bénéfices. Les associations de personnes retraitées. Saviez-vous que la FADOC, jusqu'à dernièrement, avait une application pour mettre en contact les personnes de 50 ans et plus et des employeurs potentiels? Ils font des symposiums, des forums régionaux de l'emploi. Étiez-vous présent? Ce sont toutes des pistes potentielles. Elles peuvent vous convenir ou ne pas vous convenir. Mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on est rendu à voir différemment qui peut être un candidat potentiel. Maintenant, je vous parlais tantôt de repenser les tâches. Imaginez que votre entreprise est une grosse boîte de Smarties. Les Smarties représentant toutes les tâches à faire pour produire le produit ou le service. On a renfermé ces petits Smarties-là dans des boîtes individuelles qu'on a appelées postes de travail, en disant que ce poste de travail-là doit accomplir telle tâche, telle tâche, telle tâche, telle tâche. Et moi, je vais vous amener ailleurs, parce qu'aujourd'hui, si on parle de diversification et d'inclusion, on parle d'employés qui vont arriver avec certaines forces, certaines vulnérabilités, oui, mais certaines forces. On ne peut plus penser l'entreprise uniquement en termes de postes. Il faut commencer à décloisonner les petites boîtes et ouvrir pour que toutes les tâches se retrouvent dans un ensemble. C'est une métaphore que je vous fais ici, mais dans un ensemble où la personne ayant une tâche, une force spécifique peut l'accomplir à plusieurs places. Par exemple, si on prend ici l'exemple d'un manutentionnaire ou de quelqu'un qui travaille sur le plancher à vendre des produits, mettons dans le département de la plomberie. Bon, il va en général gérer les stocks, répondre aux clients, entretenir l'espace et tout ça. Déjà, en partant, ça demande un profil d'individu, des profils d'individus différents. Certains vont être plus forts à parler aux clients, d'autres vont être un peu plus gênés à parler, mais vont beaucoup aimer garder en ordre, etc. Quand on part avec le principe qu'une personne doit comporter toutes ces forces-là, ça devient compliqué de trouver. Aujourd'hui, autrefois, c'était plus facile, mais aujourd'hui, ça devient compliqué de trouver quelqu'un qui répond à tous ces critères-là. Tandis que quand on commence à scinder, à séparer ces critères-là, on peut se retrouver avec quelqu'un qui est très bon pour répondre aux clients, mais qui n'est pas nécessairement capable de lever des charges physiques.
Parfait. On peut, par contre, avoir un autre employé qui, lui, va aimer lever, travailler fort, mais n'aimera pas parler aux gens. Donc, si vous me suivez, on commence à parler de décloisonner les tâches pour répondre, les attribuer selon les forces de l'individu. J'ai pris un exemple similaire ici pour une usine, par exemple à l'assemblage. On va souvent demander de la manipulation et de la lecture de plans, par exemple. Bon, vous pouvez avoir une personne qui est très bonne manuellement, mais qui n'est pas bonne à la lecture de plans. Pourquoi vous privez d'un employé alors qu'un autre, c'est peut-être l'inverse? On peut les faire travailler ensemble. On peut les promener sur les différents postes de travail. Bref, soyons créatifs. Et surtout, s'il vous plaît, évitez la monotonie parce que l'être humain a besoin de se renouveler. Donc, si vous rentrez un employé avec une force spécifique, que vous la développez, n'oubliez pas de continuellement l'alimenter, cet individu-là, avec des formations, avec de l'exposition, avec du jumelage, avec des employés plus expérimentés, pour en arriver à développer son expertise. Et l'employé que vous avez engagé, qui avait peut-être simplement une ou deux pas qualité, mais expérience pertinente pour l'emploi, pourrait devenir, après un certain temps, un employé extraordinaire pour vous parce qu'il va avoir appris avec vous. Maintenant, comment les intégrer? Bon, on parle de besoins différents, on parle peut-être de culture, on parle hommes, femmes, on parle de toutes sortes de choses ici, mais à la base, vous savez quoi? Ça reste des êtres humains. Et les êtres humains ont des besoins spécifiques qui sont assez généraux. Donc, dans les top 10 recherchés par les candidats, voici ce qu'on a trouvé. Les attentes et objectifs clairs. Dis-moi exactement ce que tu attends de moi sur un nouveau poste. Reconnaissance et encouragement. La personne qui va peut-être douter un peu, plus vous allez l'encourager, plus elle va performer. C'est comme une plante. Vous l'arrosez, vous allez voir, ça va pousser. Communication ouverte, surtout de la part du management. Des études ont prouvé que lorsque l'équipe de gestionnaires devient plus transparente face aux défis, que ce soit défis financiers, objectifs de vente ou quoi que ce soit, la mobilisation des employés passe de 30 à 91 %. C'est pas n'importe quoi, là. On augmente la mobilisation. Mais quand la mobilisation augmente, ça fait des employés qui, quand ils repartent chez eux, après, sont avec leurs amis, sont sur les médias sociaux, parlent de leur emploi en disant hey, « c'est vraiment le fun de travailler là ». Et bang, vous avez un retour sur l'investissement qui n'est peut-être pas mesurable facilement, mais qui est présent et réel. On vous demande aussi, donnez-moi une chance de grandir, d'apprendre en tant qu'employé, en tant qu'être humain. Je veux aussi qu'on me témoigne de la confiance, du respect. Je veux qu'on me donne des responsabilités. Mais attention, responsabilité avec mon niveau d'expertise au moment où je l'ai fait. Aucun humain n'aime se retrouver en situation d'échec. Donc, vous devez harmoniser votre rythme de tâches, de responsabilité avec les possibilités de la personne. Et si en plus de ça, vous êtes ouvert à des idées nouvelles, je vais être très heureuse en tant qu'employé. Parce que, au niveau des sondages encore là, lorsqu'on demandait aux gens ce qui était le plus important pour eux, de comment ils voulaient se sentir dans leur emploi, 51 % ont répondu qu'ils voulaient être utiles. Ils voulaient se sentir utiles et être valorisés dans leur emploi. Des besoins très humains. Maintenant, ça veut dire quoi concrètement, en fait, d'intégration? Demain matin, quelqu'un rentre chez vous. OK, je fais quoi? Premièrement, l'encadrement. Imaginez que la personne, le nouvel employé, est un touriste. Imaginez-vous, vous, si vous avez voyagé, vous vous retrouvez dans un nouveau pays, un endroit que vous ne connaissez pas, vous n'avez pas de map et c'est un langage différent. Ça presse. Donnez-moi un peu d'indication. Donc, l'encadrement. Qu'est-ce qu'est la tâche exactement? Qu'est-ce que ça comprend? Avez-vous de la documentation? Avez-vous des indications? Ce n'est pas juste de dire à quelqu'un, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça comme ça, c'est beau, puis si tu as besoin d'aide, ben appelle-moi, je vais être là-bas. Ce n'est pas ça un encadrement. Un encadrement, c'est faire comprendre à la personne, c'est quoi la tâche exactement, à quoi est-ce qu'elle sert, comment elle s'insère dans un cadre global. Donc, il y a tout ça qui va être l'encadrement. Les tâches claires. Quand on est habitué de faire quelque chose, surtout depuis longtemps, on pense que tout le monde comprend c'est quoi la tâche, mais ce n'est pas vrai. Rappelez-vous au tout début, quand vous avez commencé à conduire, par exemple,
C'était énorme. On avait 56 000 affaires à penser en même temps. Le stop, la lumière, le break-à-bras. Et à un moment donné, c'est intégré. C'est normal. On intègre. Ce sont des connaissances intégrées. Mais la personne qui rentre, là, elle ne les a pas, ces connaissances-là. Elle a besoin que vous décortiquiez en petits morceaux qu'est-ce que c'est la tâche. Et elle va apprendre beaucoup plus rapidement. On a aussi le jumelage, qui est une façon facile de s'assurer que la personne ne vient pas toujours vous voir en tant que gestionnaire. La personne risque d'être gênée de venir vous voir et vous n'avez pas nécessairement le temps de lui répondre. Donc, vous la jumelez automatiquement avec quelqu'un d'un peu plus senior. Non seulement vous lui donnez une chance d'avoir de l'information rapidement, qui ne ralentit pas la production, mais vous favorisez aussi l'intégration de cette personne-là dans le groupe de travail actuel. Et la charge de travail doit être progressive. Attendez-vous pas à ce que la personne, demain matin, en 24 heures, sache exactement tout faire. Donc, au lieu de tout lui balancer en disant, bon, bien, débrouille-toi, puis d'attendre de voir qu'au bout de 3 semaines, 1 mois, 6 mois, elle commence à s'en sortir, réduisez la charge de travail et les tâches, réduisez le besoin d'apprentissage et alimentez au fur et à mesure qu'elle progresse. Et tout ça va vous permettre d'avoir une acclimatation beaucoup plus positive. Maintenant, attention. Attention à l'isolement. Si vous avez des gens de cultures différentes, ils pourraient avoir un vocabulaire différent, des façons de communiquer différentes, les codes de conduite sont différents. Donc, assurez-vous que tous vos employés accueillent correctement cette personne-là et l'englobent, l'incluent dans les pauses café, dans les lunchs, dans les moments où il y a socialement des connexions qui se font. Soyez disponible. Allez lui demander souvent si tout est beau, est-ce que ça fonctionne, est-ce qu'elle a des questions. Encouragez-la, supportez-la à travers ses apprentissages et soyez bienveillant pour lui permettre de progresser de façon positive en ne se sentant pas toujours en déficit de succès, mais plutôt en réalisation positive, cumulative. On a une question ici. En fait, quelqu'un demande, on n'a pas tous des responsables RH. Existe-t-il des modèles pour créer des descriptions de postes? Il existe des modèles, mais moi, je vous suggérerais quelque chose de beaucoup plus vivant. OK? Parce que quand on tombe dans les descriptions de postes, souvent, ce qu'on fait, c'est très statique. Moi, je vous dirais, si vous avez la possibilité, rassemblez 2, 3, 4 personnes qui font la tâche en question que vous avez en tête. Prenez un gros flip chart, demandez-leur, faites un brainstorm. Qu'est-ce que vous faites dans votre tâche? Et faites la liste de ces tâches-là. 1, vous risquez d'être très surpris par rapport à la tâche. 2, ça va vous amener une mise à jour peut-être par rapport à ce qu'ils font et vous allez peut-être découvrir qu'ils font beaucoup plus que vous pensiez ou certaines choses qui ne devraient pas leur être attribuées. Et ça va être très vivant. Ça va être quelque chose qui va être beaucoup plus compréhensible pour la personne qui va rentrer. Et après, vous ferez un format un peu plus formel, justement, un peu plus nettoyé, épuré de tout ça. Mais en faisant un exercice comme ça, vous allez avoir la chance de développer l'esprit d'équipe et d'avoir quelque chose de très, très concret, très réaliste. C'est ma suggestion. Parfait, merci. On va continuer. Ah oui, on m'a demandé de vous poser une petite question quiz parce qu'on arrive à la fin. Quel est, selon vous, l'aspect le plus important pour les candidats qui recherchent un emploi? Alors, voyez-vous, ce qui est le plus important pour les gens en recherche d'emploi, présentement, quand on se parle aujourd'hui, c'est la conciliation travail et vie personnelle. Le sondage en question concernait 30 000 travailleurs à travers le monde. 40 % ont répondu la même chose. C'est très parlant. Et dans l'ordre, s'épanouir au travail en 2e position, quand je vous parlais de croissance tantôt, et en 3e position, la sécurité de l'emploi et la stabilité financière. Alors voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions. J'espère que vous avez appris quelque chose de ça, que ça vous a peut-être amené des idées, certains challenges par rapport au paradigme ou quoi que ce soit. Ça m'a fait énormément plaisir de partager ça avec vous aujourd'hui. Monsieur Wayne Tessier, qui va nous parler du 3e objectif. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Christelle. Et merci aussi à l'ACMAT pour l'opportunité pour nous d'être présents aujourd'hui. Puis,
parler un petit peu de démystifier, comme on dit bien dans notre jargon, le recrutement à l'international puis les enjeux. Et merci beaucoup aussi à Mme Saint-Onge pour ses pratiques à RH qui sont autant importantes. Vous savez, Raymond Chabot, Grant Thornton, beaucoup de gens nous connaissent par le nom, pensent qu'on est seulement dans la comptabilité, mais on est dans plusieurs branches, donc le recrutement à l'international avec notre filiale au resourcing, au immigration, avec plus de 25 000 dossiers des immigrants investisseurs qu'on a fait amener au Canada. Alors, on va parler un petit peu des constats au niveau des prochains slides. On regarde au niveau de la pénurie de main-d'œuvre. C'est sans le cacher, je ne vous apprends rien aujourd'hui, évidemment, chers participants, que c'est incontestable. Dans toutes les régions du Québec sont touchées par l'ensemble. Nos bureaux à travers le Québec et le Canada nous témoignent avec les clients RCGT. Puis le Québec va faire face à cette pénurie de main-d'œuvre plus ou moins pour les prochaines 10 années. Donc, ça vient de où? Ça vient de plusieurs secteurs. Ça vient des baby boomers, des mises à retraite. Ça vient aussi de la démographique, les régions qui manquent des jeunes. Il manque également de natalité. Évidemment, on a moins de jeunes. Aujourd'hui, on est parti d'une génération arrière-grands-parents avec 14 enfants, les baby boomers de 5 enfants. Puis aujourd'hui, mais de notre génération à moi, dans la cinquantaine, c'est 2 enfants. Et on est rendu avec des enfants de 27 à 30 ans qui pensent à leur deuxième véhicule avant d'un enfant ou leur première maison. Donc, vous pouvez constater un peu la raison pourquoi il manque du monde, il manque des gens à l'appel. La formation également qu'on va toucher un peu aujourd'hui. Si on regarde au niveau des postes vacants, commerce de détail et fabrication, c'est durement touché. Ça ne s'améliore pas et comme j'ai mentionné tout à l'heure, ça ne va pas s'améliorer non plus pour les 10 prochaines années. On connaît la réalité, on fait face à tous les jours. Et ensuite, si on voit au niveau est-ce que c'est un choix, une nécessité, c'est une question qu'on doit se poser. D'où vient la provenance? Comme je mentionnais tout à l'heure, on donne beaucoup de ces conférences, puis il y a des questions à savoir, bon, où est-ce que je vais trouver la main-d'œuvre? 55% de la main-d'œuvre va venir de l'interne et des chômeurs, 7 vient des personnes de 65 ans et plus qui vont réintégrer le marché du travail à temps partiel. La hausse du taux d'activité des 15 à 64 ans va aller chercher 12 pardon. Et la future population immigrante pour 22 bientôt 25 Donc, souvent, ce qu'on va dire aux entreprises, si vous n'avez pas des immigrants, des personnes issues de l'immigration déjà dans votre entreprise, de l'ordre de 1 sur 4, vous accusez un retard et c'est le temps d'y penser pour arriver à avoir un tableau complet de la main-d'œuvre qui va être disponible pour les 10 prochaines années, par exemple. On regarde au niveau des exemples de postes en demande dans les secteurs quincaillerie. Ce qu'on regarde aujourd'hui, évidemment, c'est comme des chauffeurs de boom truck. On a mis en place un projet pilote pour répondre à ces besoins-là. C'est pas évident comme métier de trouver du jour au lendemain. Donc, dans de 30 à 45 jours, on est capable d'avoir des chauffeurs qui viennent ici en formation. Donc, ça, c'est une solution qu'on peut apporter et avoir des formations plus rapides. Si on regarde au niveau des employés de cours manutentionnaires, c'est une opportunité. Il y a une ouverture au niveau du gouvernement. Les programmes le permettent. Quand on parle de commis vendeurs ou caissiers, même chose au niveau de la restauration, les aides cuisiniers ne sont pas permis, donc c'est refusé catégoriquement. Et c'est en rapport avec les programmes du gouvernement et le taux de chômage. Donc, sont un peu à l'écart de la réalité de votre problématique, mais c'est un peu l'enjeu qu'on doit faire face. Ce secteur d'activité n'est pas permis au niveau du recrutement à l'international. Si on jette un coup d'œil sur manufacturier, journalier, ouvrier de production, opérateur de production, assembleur, c'est des postes qu'on voit régulièrement chez nous et on rentre des gens en provenance de plus de 15 pays. Les frontières ne sont pas fermées pour les travailleurs étrangers. Ils rentrent à tous les jours. On a des gens qui débarquent à l'aéroport et nous amènent. Donc, il ne faut pas avoir peur de la COVID puis penser que ce n'est pas possible. Ça se fait aujourd'hui, puis on continue avec le recrutement. Maintenant, ça nous amène un petit peu à tout à l'heure, à l'entrée de jeu, je vous ai parlé de démystifier le recrutement à l'international. Ce n'est pas avec un acétate comme vous voyez à votre écran en ce moment que ça va vous aider, mais ça vous donne un peu
un aperçu sur la complexité au niveau de l'immigration lorsqu'on veut l'entamer seul, c'est-à-dire prendre des actions seul et essayer d'arriver à un point où on a un travailleur étranger qui va arriver, mais il faut d'abord savoir quel programme et par quelle voie on va utiliser. Donc, c'est de mise de travailler avec des experts au tout début, du moins, pour vous orienter vers quel programme on peut s'orienter, puis voir comment est-ce qu'on va pouvoir avancer, qui va apparaître. On va continuer, on va aller jusqu'au bout, puis on va voir l'ensemble des choix qu'on a. Donc, embaucher un travailleur étranger, nonobstant le tableau que vous avez vu tout à l'heure, en travaillant avec une firme, vous pouvez voir un peu le programme de travail étranger temporaire. C'est surtout par rapport aux postes que je vous ai mentionnés tout à l'heure, c'est par cette voie-là qu'on va partir. Les personnes en mobilité internationale, c'était une autre voie, mais pas nécessairement pour les postes dont on a parlé. C'est pour ça qu'on ne poursuivra pas pour le temps qui nous est alloué aujourd'hui dans ce type de programme. Mais si on voit au niveau le volet talents mondiaux, c'est une voie. Et le traitement régulier, ça nous amène vers les postes à haut salaire et à bas salaire. C'est bon. Fait que si on est à 23,8 et plus au niveau du programme de PTET, programme de travailleurs étrangers temporaires, 23,8, ça nous amène sur le programme haut salaire. Ça permet à une entreprise, par exemple, d'aller chercher des travailleurs et demander un contrat ou un permis de travail de 3 ans, jusqu'à concurrence de 3 ans, renouvelable. Il y a certaines conditions on n'a pas besoin, on n'est pas obligé de payer le billet d'avion, par exemple. On n'a pas besoin de les aider à trouver, pas payer, mais à aider à trouver un logement, etc. Et si on va vers les postes de bas salaire, où une bonne partie de nos clients se trouvent d'ailleurs, donc en bas de 23,8, c'est là qu'on a des exigences par rapport au programme qu'on doit payer, défrayer le coût de l'avion, déplacement de travailleurs étrangers temporaires vers chez vous, accueil à l'aéroport. Donc, c'est de voir si vous avez affaire avec une firme, c'est aller chercher quelqu'un qui a possiblement un service de clé en main. Donc, il y a beaucoup d'étapes. On va les faire tout à l'heure. On a 3 phases au niveau des étapes. Si on va voir un traitement simplifié, c'est des postes que le MIFI, donc le ministère de l'Intégration, Immigration, Francisation du Québec, donc le gouvernement du Québec, a une liste. On attend essentiellement la nouvelle liste 2021 qui va corroborer avec le fameux on a un quota, si on veut, par rapport au nombre d'employés qu'on peut embaucher dans le bas salaire, c'est-à-dire en bas de 23,8. Et on peut éviter un petit peu cet aspect-là quand on passe par le traitement simplifié. Si on parle de quota de 10 c'est-à-dire si vous avez 20 employés, 10 c'est-à-dire vous pouvez aller chercher 2 employés seulement dans le programme bas salaire dans votre lieu d'affaires. S'ils sont dans le programme traitement simplifié, vous pouvez aller en chercher plus, mais il y a des enjeux lorsque vous allez renouveler des postes. Donc, ça, c'est des choses que vous pouvez valider auprès des experts, à savoir vous avez droit à combien d'employés. Les nouvelles qu'on voit dernièrement à la télévision, dans les journaux, parlent d'une augmentation du seuil de 10 ou le quota vers 20 C'est un enjeu majeur pour les entreprises et réussite, si on veut, les signatures vont se faire prochainement. On nous l'a annoncé en grande pompe, mais ce n'est pas encore officiel. Donc, on a une panoplie d'entreprises clients chez nous qui sont en attente d'activer le fameux 10 supplémentaire. Il faut comprendre, si vous êtes 10 employés, c'est un employé de plus si vous avez déjà un. Et si vous êtes 100 employés, mais c'est un enjeu majeur, c'est 10 employés que vous allez chercher sur le 10 que vous avez déjà en ce moment. Maintenant, on va aller juste parler un petit peu plus en détail des 3 phases. C'est bien de simplifier comment ça se passe au niveau d'un recrutement à l'international. C'est toujours par 3 étapes ou 3 phases, si on veut. On commence par un diagnostic. L'important, c'est de savoir quels sont vos besoins, c'est quoi les besoins en main-d'œuvre que vous avez, les enjeux, quel type de travailleur vous recherchez, l'expérience, est-ce que 1 an d'expérience, 2 ans, 3 ans, et aussi le savoir-faire. Certains recruteurs ont 1 ou 2 pays pour choisir. Nous, on en a 15 pays qu'on peut choisir. Donc, pays francophones, pays anglophones, c'est des choses à déterminer. C'est quoi vos besoins? Donc, c'est la première chose qu'on fait. Ensuite, vous allez recevoir une offre de service et un contrat à signer avec une firme. Et l'affichage domestique. Lorsqu'on parle d'un bas salaire, il y a certaines obligations d'affichage des postes à des lieux stratégiques, c'est-à-dire des endroits comme Job Bank et Emploi Québec, c'est obligatoire, et afficher aussi les salaires
qu'on veut payer aux gens. Le but de cet exercice au niveau du gouvernement, c'est de s'assurer que les emplois qui sont offerts dans votre compagnie donnent une chance aux coureurs au Québec en premier lieu. Ici, vous n'avez pas preneur, mais vont vous accorder le droit d'aller au niveau du recrutement à l'international. On a un affichage international puis des banques de candidats, dépendamment avec qui vous allez faire affaire ou les contacts que vous avez ou le recrutement à l'international, que ce soit vous-même par un réseau ou par une firme. Et on va afficher les postes et vous présenter des candidats. Une fois qu'on a les candidats, on se trouve à l'étape numéro 5, où ce qu'on peut exiger soit des tests théoriques ou physiques. C'est sûr que lorsqu'on parle des postes de soudeurs, assembleurs, électromécaniciens, électriciens, on va aller plus en profondeur par rapport à leurs connaissances. Et le tout aujourd'hui, évidemment, peut se faire d'une façon virtuelle. Alors ça, c'est un peu l'enjeu aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut bien choisir un candidat, est-ce qu'on est bien accompagné? Oui, de façon virtuelle. C'est ça qu'on fait depuis jour chez nous. Par la suite, vous allez être à l'étape, au niveau d'un contrat de travail, c'est-à-dire vous allez offrir un contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans à votre travailleur. Dans le programme bas salaire, le maximum, c'est 24 mois avec un contrat que vous pouvez leur offrir avec un renouvellement à l'infini. Si on va dans le haut salaire, c'est-à-dire 23,8 et plus, vous pouvez offrir un contrat de 3 ans renouvelable également. On prépare le dossier d'immigration, on doit envoyer une évaluation impact marché du travail. Ça, c'est là qu'on fait la demande. On demande au fédéral le droit et au provincial le droit d'aller recruter à l'international. Une fois qu'on a une réponse favorable, on va à la prochaine phase 2 qui nous amène vers la suite des choses, à savoir est-ce qu'on va améliorer la francisation des travailleurs s'ils ne parlent pas français. On va vers l'approbation Service Canada, c'est-à-dire l'évaluation impact marché du travail a été favorable. On va vous aviser, on va aviser également à votre partenaire et vous pouvez commencer les démarches au niveau de la demande de permis de travail, c'est-à-dire c'est le fameux petit papier qui va être à fixer sur le passeport de votre travailleur. Il va passer à la biométrie, c'est-à-dire l'identification, c'est la rétine, les empreintes, une vérification médicale dans un centre reconnu par Service Canada. Et vous allez avoir l'approbation de le permis de travail et l'émission du visa si c'est requis. Ça nous mène à phase 3, c'est là que le fun commence. C'est la préparation puis l'intégration de travailleurs vers votre compagnie et le début des démarches pour l'intégration. Donc, on met beaucoup d'emphase au niveau du recrutement international sur l'intégration. C'est excessivement important. De phase 1 à phase 3, ça doit faire partie de votre plan. Comment est-ce que les travailleurs que j'ai actuellement à l'interne vont agir sur un travailleur étranger, surtout s'il arrive dans un pays un peu connu. Comme on est dans les sous-régions, il est encore vrai que les gens parlent des gens de couleur, des gens parlent d'une autre religion et il y a beaucoup pas de racisme, mais il y a beaucoup de questionnements. C'est important, autant pour l'entreprise, d'adresser ces points-là avec ses employés et la haute direction pour avoir leur buy-in, comme on dit en bon français, et que le travailleur, lorsqu'il va arriver, va sentir bien. Par la suite, l'émission du permis de travail va permettre au travailleur de dire à son employeur, je suis prêt, je veux prendre l'avion, et on peut faire des arrangements pour un déplacement de son pays vers le Québec. On va le chercher à l'aéroport, fait partie de l'intégration, puis on l'amène vers un début de l'emploi, puis suivi conformité. Donc, le suivi conformité vient autant de vous, mais c'est Service Canada, à tout moment, pendant le temps que votre travailleur est avec vous, peut faire une inspection sans préavis. C'est-à-dire, ils vont contacter le travailleur, vont venir sur votre lieu d'affaires, contacter le travailleur, puis faire une inspection, s'assurer que si vous avez embauché un manutentionnaire, il n'est pas chauffeur de truck sans permis, puis il ne met pas à risque au péril, et son salaire concorde avec le contrat que vous avez donné au début. Donc, ça, c'est le suivi et conformité qui est important dans le processus également. Ça nous amène vers les clés du succès, donc un peu vers la fin, si vous me permettez. C'est l'entreprise, la direction, les employés sont prêts à accueillir les immigrants. La communauté est prête à accueillir les immigrants. De plus en plus de MRC et des villes sont au courant lorsque votre lieu d'affaires est dans une place un peu plus éloignée du transport en commun. Vous pensez que ces travailleurs-là n'ont pas tout le temps un véhicule pour se déplacer.
Donc, c'est des choses qu'il faut penser, puis le faire avec la communauté. Parfois, il y a des communautés ethniques qui vont accueillir également les travailleurs s'ils sont issus de l'immigration d'un pays autre. Donc, ça, c'est des choses, un bon environnement de travail également. C'est-à-dire, si vous décidez de faire des 5 à 7, inviter des gens à un barbecue, mais sachez que c'est souvent le cas, le travailleur étranger va rester chez lui, il ne se sent pas encore assez intégré et gêné. Ils ne vont pas nécessairement se déplacer par eux-mêmes. C'est le prendre par la main et avoir une personne attitrée à votre entreprise qui va l'amener au début pour l'aider un petit peu dans ses démarches. Aussi, au préalable, parce qu'on est dans le mode recrutement et évaluation de l'employé, on va lui poser des questions à savoir est-ce qu'ils veulent demeurer au Québec? Est-ce que leur but, c'est d'amener leur famille et emménager et déménager, d'aller demander la résidence permanente qui peut se faire très rapidement? Alors ça, c'est des choses qu'il faut demander. Il faut donner la confiance, mais aussi il faut donner pour la suite au niveau de son intégration puis la résidence permanente éventuelle. Un travailleur peut demander de suite les autorisations pour ses enfants, puis faire amener, puis référer d'autres gens. Vous avez entendu tout à l'heure une collègue, Mme Saint-Onge, qui parlait de référencement. Quand quelqu'un est heureux quelque part, il risque de référer ses amis. On le voit régulièrement au niveau de l'intégration puis l'immigration des travailleurs à l'étranger. Un peu, on va parler aussi des coûts. On est une solution parmi d'autres, avant de parler des coûts, comment ça coûte au niveau d'un recrutement à l'international. En bref, on est une solution parmi d'autres. Tout à l'heure, on a parlé des pratiques RH, c'est autant important. Une autre partie de la solution, c'est la marque employeur. Il faut être fier et rendre fiers les gens pour travailler pour vous, c'est-à-dire mettre des choses en place pour qu'ils parlent aux alentours, puis ils sont fiers de mettre un T-shirt à l'effigie de votre entreprise ou parler avec son entourage. Donc, marque employeur, c'est autant important. L'Audi 4.0, la robotisation, certaines industries, certains endroits, on voit de plus en plus le 4.0 commence à prendre aussi de l'ampleur. Ça fait partie aussi. Et la formation, la réintégration des jeunes dans de nouveaux métiers, puis aussi la réintégration des personnes semi-retraitées, les faire revenir pour travailler avec vous. Et non la moindre, mais au niveau international, à l'issue de 22 %, comme j'ai mentionné tout à l'heure, jusqu'à 25 % à l'international, c'est un peu la solution 1 sur 4 prochainement pour vous aider à combler le manque de personnel que vous avez. Les coûts maintenant au niveau de l'évaluation impact marché du travail, on va parler des frais du gouvernement. L'évaluation impact marché du travail avec les frais du gouvernement CAQ, Certificat d'acceptation du Québec, ça c'est le nouveau provincial, additionné avec la biométrie et le permis de travail, va vous en coûter au bout de à peu près 1 695 $ par travailleur. Donc, ça, c'est au niveau du gouvernement, au niveau des frais. Lorsqu'on parle travaille avec une firme professionnelle, les coûts pour un accompagnement par une firme peut varier entre 2 500 par travailleur jusqu'à 7 700 par travailleur. Donc, ça varie d'une firme à l'autre. C'est à valider au niveau des besoins et des pays choisis. Donc, ça résume un peu au niveau démystifier le recrutement à l'international. Je sais qu'on va en rafale, ça va très vite. On va sûrement avoir des questions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Merci encore à LACMAT et Christelle pour cette belle opportunité. Donc, sur ce, je vous invite au prochain webinaire également qui va avoir lieu le 26 octobre prochain, dont le sujet est le suivant, un contrat social à redéfinir entre les bannières et les fournisseurs.